Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Visselo du Saiyan Super Crew. L'Oxymore, number one, you heard me? Boss. Visselo, comment ça va? Ça va, calmement. Je suis vraiment content de te recevoir parce que, au-delà de ce que tu fais aujourd'hui dont on va parler, le Saiyan a vraiment marqué mon parcours d'auditeur. Ok. Et j'aurais même pas imaginé qu'un jour j'aurais pu te poser quelques questions et tout. Donc ça me fait vraiment plaisir. Bah moi, plaisir d'être là. Semi-vacances, semi-sataf. Guadeloupe. Je comprends, Guadeloupe au pays. Donc ouais, content. J'attends tes questions, j'attends la discussion, j'attends. Ouais, on y va, c'est parti. Vas-y. Je trouve que récemment, tu as fait des interviews qui étaient très complètes avec Driver et le Chairman, par exemple, que je salue. Donc, on ne va pas revenir sur tous les aspects de ta carrière, mais certaines spécificités, notamment ton lien avec la Guadeloupe, tout simplement. Donc, pour nous, Antillais, on a entendu des Angela. Ouais. On a ressenti le lien. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi ton lien avec la Guadeloupe? Bah, le lien, il est simple, hein, c'est ma maman. Le lien est maternel. Ma famille vient d'une petite ville qui s'appelle Les Mangues, Petit Canal. Donc voilà, et c'est du côté de ma maman. Et mon père, il est du Bénin. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis né en France. Je suis né à Bondy. J'ai grandi à Bondy. Et je fais partie de cette génération où, avec les parents, quand j'ai bonifié, ça venait tous les 3 ans. Après, non, c'était 4 ans, 3 ans après. Puis voilà, on venait okay. au pays. Et voilà. Et depuis ta vie d'adulte, tu viens régulièrement? Ouais, je viens régulièrement de façon quand même aléatoire. Donc après, c'est souvent pour... c'est vrai, souvent pour les vacances, la famille. Mais j'ai des périodes où je viens plus souvent. Mais je viens de plus en plus souvent, en fait, là, maintenant. C'est J'ai remarqué pour le Même coup. si c'est des périodes courtes, mais je redécouvre mon île. Ça tue. Et comment tu te sens ici? Comment tes influences d'ici, du coup, ont marqué ta musique? Pour le coup, vous avez exploité très vite des Angela, même si j'ai cru voir que c'était à l'initiative de Samuel. Ouais, c'est ça, sur Samuel, ouais. Mais quand même, c'était marquant qu'à l'époque, tout le monde avait su poser sur le zouk comme si tout le monde connaissait en fait le zouk. Après, ça fait partie de la culture. Hein. En France, avec la famille, les mariages, les baptêmes, et puis même à la maison, tout simplement à la maison. Moi, j'ai grandi avec ma maman, avec mes tantes, mes cousines, mes sœurs. Et puis j'écoutais tout ce que les grands frères et grandes sœurs et parents écoutaient. Et évidemment, il y avait de la musique, il y avait du compas, toute la musique haïtienne, il y avait le zouk à l'ancienne. Après, il y a eu le zouk qui a évolué, donc là, on est un peu plus dans l'époque où, c'est quand il y avait les rotins, tout ça, tu vois. Donc là, c'est encore une autre évolution du zouk. Et voilà. Après, c'est chaque vacances. Tu vois, il y a eu un été, c'était quoi? L'été où il y a eu l'ouragan Hugo, à l'époque. Hugo, c'est 89. 89. Donc 89, j'avais une petite dizaine d'années. Et j'étais en vacances. Je suis venu l'année d'après, Hugo, donc je suis venu en 90. Et il y avait une boîte qui s'appelle le Shiva, c'est au Moule, ça? Ouais, ça existait déjà, ouais. Ça existait déjà. C'est encore là. Hein. C'est encore là? Ouais. Voilà, baie du Moule, donc voilà, tu vois, donc c'est ça quand t'as des grandes sœurs, tu connais les boîtes, t'as jamais été, mais tu connais les boîtes. Et donc là, c'est quand il y avait les zoukers comme Ludo, tout ça, là. Il y avait Ludo avec sa voix bizarre. On cache cherché. Et puis c'était lui que vous aviez un peu imité en interlude du deuxième album. Ça aurait pu être lui. Ouais. Mais c'est pas lui. Je sais pas, c'est une caricature de zouker. Mais c'était franchement, tu sais, le zouk, même à l'époque, en banlieue, même dans les soirées, dans les après-midi plutôt, le zouk, il y avait d'un côté, il y avait les slow, puis sinon, les vraies soirées de Renoir, il y avait les zouk. Donc quand les gens pouvaient se rapprocher, ça contribuait beaucoup. Donc même les gens pour qui c'était pas réellement la culture, ils ont été de près ou de loin touchés par le zouk.
Et plus tard, quand tu as fait des projets solo, alors je sais pas si c'était un vrai feat ou un remix, mais du coup, tu as collaboré avec Rotin. Ouais. Leo Love Party 2. Ouais, c'était un petit, ouais, Leo Love Party. C'était Angela versus Leo Love. Ouais. Où j'avais fait une partie d'Angela où Jean-Michel il pose dessus et moi j'ai posé sur Leo Love. Et c'était un clin d'œil parce que ce projet-là c'était une mixtape. Donc c'était comme si on posait une version freestyle sur une face B. Mais vous vous êtes rencontrés ou alors Ah, oui, oui. Ok. Ça, je sais plus si on l'avait fait, je sais plus si on l'avait fait à distance ou ensemble, mais oui, on s'est rencontrés. Et même de base, je vais faire un projet en commun avec Jean-Michel Rodin. Ok, en entier. Ouais, on devait faire un projet en commun à l'époque. On l'a pas fait. Et puis, mais non, connecté avec le frérot. Même là, je vais le voir. Même là, je vais le voir parce que je sais qu'il est revenu ici. Et mais j'ai pas eu le temps, mais voilà. Ok. Donc du coup, tu es en création musicale toujours. Non, là c'était voir comme ça, comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Après non, en création, j'ai repris un peu le chemin du studio par rapport au projet SAN Soupa Célébration, où avec certains collègues, donc Sly, Samuel et Specta, on a monté le projet. Et comme on a fait des inédits. Ouais, pour la promo notamment. Pour la promo, puis même pour la scène et pour. Ok. Donc voilà, avec les gars en mode récréation, j'ai repris le chemin du studio. Et aussi, je tenais aussi à big up parce que le mec qui est derrière une bonne partie des compositions musicales, c'est un frérot qui est pour le coup, on bosse à distance, qui est en Guadeloupe en fait. Ok. Qui est en Guadeloupe, qui s'appelle Chanda. C'est son nom d'artiste, c'est son nouveau nom d'artiste, mais de base, c'est un artiste qui est pas du tout dans le rap, qui est un compositeur, chanteur. Non, parce qu'après, on va dévoiler le mystère. Je bosse avec lui depuis des années. C'est un frérot à moi. Et qui est pas du tout dans le rap, comme je dis, qui chante et qui compose. Et, mais qui a beaucoup de talent. Donc, Chanda, affaire à suivre. Ok. Et puis voilà. C'est noté. Je vais mener l'enquête. Ouais, tu vois. Et tu connais en plus, hein. Ok. Tu connais son ancien nom d'artiste, tu connais. Vas-y, ok. Je te le dirai en discute en off, ça marche. Concernant du coup les artistes antillais, plus des musiques dites urbaines, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as suivi, même à l'époque où tu étais au devant de la scène, est-ce que tu suivais un peu? Toujours. À l'époque, à l'époque du Sayan, t'avais celui-là qui avait tout tapé, t'avais Admiral. Là, tu parles en Guadeloupe ou Martinique ou les deux? Guadeloupe, Martinique. Sur l'Occident, il y a tout le monde, même Guyane, si tu veux. Ouais, Guyane. Non, franchement, il y avait... pour moi, c'était Admiral qui avait représenté, même là, son album Mosaïque Créole. Moi, il m'avait choqué à l'époque. Je suis un peu malade, hein, c'est pour ça que je parle bizarrement. Cet album-là, il m'avait vraiment marqué. Puis ensuite, il y a qui? Après, t'as l'autre génération, ensuite, plus tard, il y a eu Kalash. Tu vois. Mais même avant Admiral, il y avait les Lord Co-City, il y avait des artistes un peu plus... avec Eden Soul, reggae. Et Sahel, ça fait un moment aussi qu'il est là, Sahel. Ouais, il est là. Ça fait un petit moment. Mais j'écoutais pas trop. Et après Kalash, arrivé. Et après, il y a l'autre génération, donc la génération un peu qui est sous de Kalash, donc les Meryl et tout ça. Les Kima... Et après les Titoff un peu plus rap, les Weed SP. Après, évidemment, en Guadeloupe, après, t'as tous les Ridla, t'as Missy Sadik, t'as tout ça, t'as les gars. T'es connecté quand même. Ah non, oui. Là, si tu me dis les artistes actuels, je suis un peu moins connecté. Mais sinon, oui, évidemment. Et tu as... Saïk, excuse-moi, ça remonte comme ça, là. Tu as parlé de Meryl, du coup, ça nous permet de faire un lien avec ton actualité, ton activité actuelle, on va dire. Tu es coach scénique aujourd'hui et tu as travaillé avec Meryl. Je ne sais pas si tu as travaillé avec Kima. Non. Mais en tout cas, tu travailles avec des jeunes artistes de rap français et donc caribéens. Ouais. Et j'aurais aimé qu'on parle un peu de cette activité-là. Est-ce que tu vois des spécificités scéniques aux artistes caribéens? Ouais, il y en a pas mal.
Bah, l'artiste vraiment que j'ai vraiment taffé au départ, c'était en 2020, à l'époque, c'était vraiment Meryl. Meryl version timide, là, qui faisait les 100 pas comme ça. Et elle n'était pas ancrée comme elle est actuellement. Même je suis monté sur scène avec elle, j'ai fait des dates avec elle et tout. Et bref, mais... Excuse-moi, il y avait aussi une petite story. En fait, elle savait pas, je sais pas si elle connaissait pas le Saiyan ou elle savait pas que toi, tu étais du Saiyan. Ouais. Au début, il y avait eu cette petite blague. Oui, après, l'écart générationnel. Ouais, après, elle connaissait Angela. Mais après, tu vois, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un truc au niveau générationnel. Il y a un fossé. Après, non, je pense que la particularité des artistes caribéens, c'est vraiment la culture, pour moi, jamaïcaine del soul. Je le vois même quand je vois des Kalash sur scène, quand je vois des Meryl, tous les appuis ou les déplacements, l'énergie est dancehall en fait. C'est pas une énergie rap. Tu vois, c'est d'autres appuis, c'est un autre ancrage au sol. Comment tu expliquerais pour nos spectateurs voir la différence entre ces appuis rap, ces appuis dancehall? Ah non, mais là, il faut que je me lève et tout ça. Là. mais on le voit, on voit direct. Parce que, en fait, les artistes dancehall, ils ont des placements, ils ont un ancrage, ils ont un ancrage spécifique, t'as capté, tu vois ce que je veux dire? Et directement, tu vois que c'est du mimétisme que beaucoup d'artistes font. Et puis voilà, ça c'est l'école, pour moi c'est l'école jamaïcaine, et qui est une très bonne école parce que c'est une école du live, tu vois, école sound system et tout. Et puis voilà, après ça pull up, ça part, tu vois. Donc c'est une énergie qui est particulière. Donc ça, pour moi, c'est une spécificité qui est vraiment propre aux artistes d'ici. Et si tu travailles avec un artiste du coup caribéen, est-ce que c'est quelque chose justement que tu vas appuyer, donc avec cette culture peut-être jamaïcaine de son système, et tu vas pousser, tu vas apporter d'autres choses? Ce que je te dis, c'est une analyse que j'ai eue après coup. C'est-à-dire que quand j'ai bossé, pour le coup, avec Meryl à l'époque, elle avait quelques petites notions, mais c'était pas la version qu'on a un peu plus aboutie de Meryl maintenant. Et donc, il y avait que beaucoup de défauts, en fait. Et c'est maintenant que je vois la version plus aboutie, que je vois qu'elle s'est trouvée dans cette énergie qu'elle avait déjà en elle. Hein. Tu vois, elle avait déjà certaines notions. Mais non, moi, j'ai pas de... Comment dire? Le truc qui était plus particulier quand je bossais avec elle, pour le coup, parce que c'est vraiment elle avec qui j'ai vraiment bossé en profondeur, et ben, ça me tenait à cœur de bosser avec les artistes, une artiste qui n'est pas née en hexagone, qui découvre le game français, qui a pas les codes de la France, et moi, ça me tenait à cœur de me dire, ok, en plus, t'es une femeuse, ça va pas être facile pour toi. Donc, il faut donner des skills pour que tu puisses un peu affronter, ou en tout cas être prête, parce que moi, j'avais pas cette opportunité il y a 15-20 ans en arrière, et je sais comment les artistes caribéens ça va un peu mieux maintenant, mais franchement, c'est compliqué pour les artistes caribéens de s'affirmer dans le marché national, quoi. Ouais. Mais on dit hexagonal, je sais pas comment on dit maintenant, mais voilà. Là-bas, là, Paname et compagnie, tu vois. Donc, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Nous, avec Angela, les gens savent pas, mais les gens voient le succès d'Angela. Angela, c'est un morceau qui dit ce qu'il dit dans le refrain, c'est en créole, heureusement, et tous les Antillais comprennent ce qu'on dit dedans, tu vois. Mais c'est un morceau qui devait pas passer, qui était boycotté par la radio à la base, parce que c'était en créole. Et c'est là que j'ai capté la difficulté des artistes de l'époque, dont les Admiral et tout ça, quand ils voulaient conquérir le marché, on dit la métropole, mais la métropole à l'époque, hein, hexagonale, et ils devaient faire des versions françaises ou des feats et tout, mais bannir entre guillemets tout le côté créole. Ils sont très peu, hein. T'as Kassav, t'as Zouk Machine vite fait, Maldon et compagnie, ils sont très peu à avoir imposé leur musique en créole. Tu vois, et après, tu as eu Kalash un peu plus tard. Ouais, et tout ça, aujourd'hui. Tu vois, et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Mais pour dire aux jeunes qu'à l'époque, quand tu devais te faire diffuser et que les seuls canaux de diffusion, c'était les télés hertziennes de l'époque ou les radios,
Le créole, c'est pas possible. Tu pouvais faire un petit Ryan B. Fever, un petit truc en espagnol et tout ça, mais le créole, c'était fuck. C'est là que j'ai vu, je me dis, mais attends, mais pourtant d'espagnol, de l'anglais, de l'arabe, en fait, la langue la plus proche du français, c'est le créole. Et en fait, il n'y a pas moyen, il faut... Non. Nous, heureusement, moi, je rappe en français et tout le reste du morceau est en... Quoique Samuel chante en créole dans son couple. Donc c'est moitié créole, moitié français, mais si ça aurait été un morceau full créole, Angela serait jamais passé, en fait. Même là, vous avez eu des difficultés. On a eu des difficultés. On a eu beaucoup de difficultés à l'époque. Donc voilà. Et pareil, en fait, vous avez quand même tenu, bon, après c'était en interlude, donc c'est plus facile à défendre, mais vous avez tenu quand même à en remettre un petit coup sur le deuxième album. C'était quoi? C'était, il y avait l'interlude, donc où ça imitait un peu le chanteur de Zouk sur X Raison. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est des interludes, oui. Ouais. Et du coup, t'avais quand même cette volonté, ou c'était juste une influence, tu la mettais, ou t'avais une volonté d'imposer ton identité aussi guadeloupéenne? Oui, c'est l'identité... parce que tu vois, Samuel, il est Martinique-Guadeloupe. Donc, c'est plus que l'identité... l'identité caribéenne. Il y a même moi plus loin, parce que mon père, il est béninois, c'est le lien... Moi, j'ai toujours été dans l'ambivalence, parce que j'ai grandi dans une culture antillaise, dans une famille antillaise. De tous mes frères et sœurs, je suis le seul, on est 7 et je suis le seul à avoir un père. Je n'ai pas le même père que mes autres frères et sœurs. Okay. Et donc mon père, il est béninois. Donc ça fait que moi, j'ai toujours eu un pied en Afrique, mais l'inconnu parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Et puis le pied aux Antilles. Donc j'ai toujours été dans ce truc où j'ai toujours voulu lier, où mon africanité de façon universelle, elle a toujours été importante, tout en gardant tout ce que je connais de la Guadeloupe, parce que c'est là où je suis ancré dans ma culture, tu vois, par rapport à ma famille, mes cousins, mes cousines. Donc oui, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur, en fait. Je me rappelle même les moments où on est venu en concert ici. Il y a eu un moment qui n'a pas été simple, d'ailleurs, parce que Angela, ça avait fait toute une polémique à l'époque. On était venus, on s'est retourné à l'aéroport. Même on a chanté... à la Pointe, on a chanté à Pointe-à-Pitre, là, près du quartier Washington, là, au Palais... C'était au Palais des Sports, ouais. Au Hall des Sports. Oh là là, quel bordel. Les gens, ils bah, du coup, moi, j'avais pas eu le droit d'y aller, mais je me rappelais pas de ça. Mais il y avait, en gros, un comité parce que c'était trop vulgaire. Ouais, c'était ça. Nous, on trouvait ça hypocrite parce qu'on disait, bon, en fait, si on fait ça, c'est parce qu'on a grandi à Coca. Bon, on attendait à un moment donné, on comprenait pas, tu vois, l'ampleur. Après, c'est parce que je pense qu'il y avait c'était l'un des premiers morceaux à l'époque, on se rendait pas compte de l'impact, tu vois. Il y a eu un impact de fou, ce morceau, et on se rendait pas compte de l'impact au pays aussi. Et l'impact générationnel qu'il y a eu. C'était, pour te donner un exemple, je pense que mes parents savaient que j'écoutais, j'avais pas le droit de chanter. Tu vois. Mais ça a apporté à la légende du morceau, en fait. En vrai, ouais. Ouais, en vrai, hein. Et donc, les gens n'ont pas du tout vécu de la même façon selon l'endroit où ils étaient. Parce qu'ici, ils comprenaient le refrain. Et c'était un délire. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait plus faire, même en France, ça serait compliqué. Ça, c'était un délire, quoi. Et j'y pense du fait que tu me parles de gens qui protestaient. Il y a le morceau La Preuve par 3 où vous avez eu des problèmes de gens qui avaient pris premier degré. Ouais. Et dedans aussi, il y avait donc il y avait, pour rappel, il y avait plusieurs situations de personnes racistes, on va dire. Et il y avait l'Antillais qui se dissociait des Africains. Ah oui, ça, c'est dans l'intro. Dans l'intro, En fait, il y a plusieurs. En fait, dans le morceau, il y a trois situations différentes. On a un jeu de rôle. Sauf que tous les jeux de rôle qu'on avait, on pouvait pas, il allait manquer, par exemple, le lien qu'il y avait entre les Africains et les Antillais. On le rappe pas dans le morceau. Ouais, mais c'est dans l'intro. C'est dans l'intro qu'on parle de ça, là. Je suis africain, mais je suis pas la fille des Antilles, nanana, partez mounchier. Donc, en fait, on a grandi dans ça. On a grandi avec des oncles et des tontes ou des parents qui renient un peu ce côté africain, qui avaient des paroles dures. Tu vois, je crois, notre génération, on n'a pas compris à l'époque. On comprenait pas nos anciens parler comme ça. Voilà, on est une seule famille, quoi. En tout cas, pas peut-être aussi dénigrant. Et après, quand tu grandis, tu comprends un peu le rapport qu'il y a, la dualité qu'il y a eu entre
entre justement les Africains et les Antillais à un moment donné, même quand dans l'immigration, quand ils sont venus après l'époque du Bumidum. Et les gens, quand tu les mets dans une case, ils veulent toujours monter sur leur frère ou leur soeur ou leur cousin, histoire de se montrer. Parce que, ah non, moi je suis pas africain, je suis antillais, je suis pas comme eux et tout. Bref, voilà. On a vécu ça, et ça, c'est aussi à dénoncer, quoi. Et un morceau comme ça, vous étiez jeune. C'était aussi réfléchi qu'aujourd'hui quand tu expliques un peu ce que tu voyais qui a pu l'inspirer ou... Bon, je pense que à l'époque, en tout cas pour nous, on était très touchés par l'absurde. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi 50 ans pour faire le morceau. On s'est juste dit, on va parler du racisme, on va pas faire un morceau... on va parler du racisme comme plein d'autres morceaux du rap français le faisaient. Dans le fond et dans la forme, on va trouver un concept. Et on s'est dit, on va se mettre... on va faire du premier degré, on va se mettre dans le rôle du raciste. Et voilà, toi tu seras le blanc, toi tu seras le noir, le blanc, l'arabe, le truc, le blanc victime, le blanc facho, le noir qui afrocentriste, qui aime pas les blancs. Et pour le coup, c'est comme par hasard... C'est lui qui a posé problème. C'est lui. Lui, on l'a pris au premier degré. Hein. C'était un spectacle. Ouais. Pour moi, les blancs sont tous mauvais. Alors là, c'était du premier degré. C'est toujours les mêmes qui paient. Ouais. Mais après, comme lui, il était dans un rôle, lui-même, il est noir. Il est dans un rôle de noir. Bon, voilà. C'était un peu compliqué pour les personnes de se projeter. Ça avait fait de vrais procès ou juste des manifestations Non. À l'époque, il n'y avait pas Internet, heureusement. Tu vois. Mais non, ça n'avait pas fait des... Mais on nous arrêtait dans la rue. Il y a vraiment eu des incompréhensions parce que c'est un morceau qui est passé en radio, parce que c'est le morceau qu'on a poussé après Angela. Donc, comme Angela, ça a été un carton, après, on voulait avoir un morceau, le morceau de l'album le plus, emblématiquement, qui était le plus engagé et qui avait le message le plus fort. Et La Preuve par 3, dans l'album KLR, c'est un des morceaux les plus je trouve, les mortels. Et donc, on l'a poussé parce qu'on était en position où on pouvait nous dire oui à tout. On a poussé ce morceau, on a fait le clip et tout, et puis voilà, quoi. Ok. On revient sur ton activité de coach scénique. On a pu se croiser 2-3 fois, notamment en festival, etc. Est-ce que tu aurais envie d'apporter tes compétences au sein des artistes en train de transformer, justement, actuellement, on en a discuté, il y en a plein qui sont en train de faire leur place, Meryl, Maureen, Despier les Will, etc. Est-ce que tu aurais envie de travailler avec eux et leur apporter ce petit plus? Ouais, toujours. Moi, ça a toujours été mon état d'esprit et mon objectif de me rendre disponible comme je peux pour donner justement des outils et des éléments pour les artistes du pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas le développement qu'il y a en Hexagone, tu vois. C'est pas la même culture. Ici, c'est plus la culture du live, elle est différente. Parce qu'il n'y a pas les mêmes infrastructures et pour plein de raisons. Donc, les gens ont plus l'habitude de showcase, ont plus l'habitude... Les gens consomment la musique différemment. Donc, ce qui fait que les artistes, quand ils se produisent sur scène, ils ont pas de cadre, ils n'ont pas de référence vraiment, à part, comme je t'ai dit, le côté un peu plus dancehall ou autre, qui a de moins en moins, j'ai l'impression, sur l'aspect dancehall. Dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, le live, au niveau du rap ou au niveau global, le live est super important. Et pour que les artistes des Caraïbes, en tout cas, j'ai dit Martinique, Guadeloupe, Guyane, prennent le train comme les autres, il faut qu'ils soient prêts, en fait. Parce que, encore une fois, il y a des codes ici qui sont pas les mêmes. Tu peux tout péter ici et être personne là-bas, tu vois. Ouais, et l'objectif, c'est de taper la tête des gens là-bas. Donc, c'est de se confronter à un public, des fois, peut-être qu'il ne te connaît pas. C'est de se confronter, c'est de faire plein de choses. Tu vois, il y a comment après tu fais tes prises de parole au public, parce que c'est aussi une difficulté quand tu as un artiste qui a plus de facilité à parler en créole que parler directement français d'une certaine façon. Tu as des artistes qui c'est pas pareil de s'exprimer en créole ou en français, tu vois. Donc il y en a qui bloquent un peu plus, sont plus timides. Même des artistes de base de rap avec qui je travaille tous les jours, ils ont des soucis pour pouvoir avoir des prises de parole, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas des gens trop bavards. Mais pour créer un lien avec le public,
C'est important. C'est important d'échanger, tu vois, même d'avoir des mots essentiels, des mots-clés et tout. Et tout ça, c'est des trucs qui se travaillent. Et il y a tout à faire, en fait, ici. Il y a tout à faire. Moi, j'espère, même dans l'avenir, même profiter de cette interview, que dans les prochaines années, de pouvoir avoir des liens forts et de pouvoir faire des ponts entre l'Hexagone ici, même des choses que tu fais déjà, toi, de ton côté, mais encore plus high, en fait, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire et c'est super important, en fait. Et d'un autre côté, est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier sur notre public? Parce que nous, entre nous, certains artistes, il y en a beaucoup qui disent que le public aux Antilles, il est plus dur. Ouais. Bah, le public guadeloupéen, déjà. Parce que je crois que les Martiniquais, ils sont plus cool. Hein. Il ne faut pas dire les publics aux Antilles, non. Les Guadeloupéens, ouais. Je suis d'accord. Non, si tu mets pas un coup de bouillon, là, tu mets un bouillon, là, les gens, ils sont fous de ce que tu fais. Un truc qui m'a marqué quand j'ai venu à la Holiday Inn il y a 1 an ou 2 ans, avec SD et Chacola. Ouais. Moi, j'ai été que le dimanche, le jour où ils ont performé. Mais j'entendais un peu des retours du samedi, du dimanche. Et c'était la première fois que j'entendais des retours de public qui disaient « Putain, l'artiste a chanté trop longtemps. » Parce que j'ai chanté 40 minutes. Oh là là là, c'est long. J'ai dit « Waouh !» J'ai dit « Ah ouais, c'est la première fois. » J'ai dit « Mais c'est fou, ça !» Et ben voilà. Mais c'est là j'ai compris des choses, j'ai capté, j'ai fait « Ah ouais, c'est-à-dire que... » Mais attention, là, c'était un public jeune. On dit public guadeloupéen et tout ça. Mais c'était le public jeune. Et tous les 10 minutes à passer du bouillon. À un moment donné, c'est bien, tu vois. Mais faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir. Donc moi, c'est ça. C'est peut-être la chose que je retiens. Même SDM avait fait un arrangement bouillon. Ouais, il fait un petit remix. Ça, c'est la petite douille pour qu'il se fasse un petit truc local et tout. C'est bien. Même Tchakou, il y avait un DJ qui avait fait, quand il était en Martinique, il avait fait un truc, je pense... je sais pas si c'était un remix Chata, je sais plus de quel son. Mais oui, ça passe toujours. Et puis c'est aussi important... Parce qu'ils savent, hein. Ils savent là-bas que le public ici n'est pas facile. donc voilà, c'est leur façon de dire on vous respecte et on prend note, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance que la scène avait pour vous en tant que groupe? Moi, je me rappelle que des prestations que je pouvais voir, même en Guadeloupe, hein, je me souviens des Victoires de la musique. Je sais que j'avais enregistré un concert, je sais pas où c'était, mais il y avait vraiment des chorés, sac à dos, partir à gauche, partir à droite. L'importance de la scène pour vous en tant que groupe et comment vous étiez par rapport au reste du rap français? On était à part jusqu'à aujourd'hui. Nous, on s'est fait respecter par la scène. On s'est fait respecter par nos pairs, par nos collègues, par la scène. Pourquoi? Parce qu'on était un peu... la petite bande farfelue, jaune, habillée en jaune, les rigolos et tout. Mais quand on était sur scène, même si on gardait notre énergie positive, on venait, mais on était énervé et on voulait casser des bouches. Et on était très inspiré à l'époque par la culture jamaïcaine, par la culture rap. Mais là, même les mecs comme Busta Rhymes, comme KRS-One, tout ça, c'est des gens, ils sont d'origine jamaïcaine aussi. Tu vois, la Jamaïque, bref, en tout cas, tout ça pour dire que ce côté performance, c'est des choses qui nous ont toujours fait parler. Pour nous, c'était le côté vrai, le côté véritable. Tu peux pas mentir. Et on était vraiment dans un truc où l'union fait la force. Tu vois? Ou si t'as... Tu vois, là, bon, là, j'ai pas 6, 7 doigts, mais bon, là, j'ai une main. Et même si mes doigts font n'importe quoi, on reste quand même dans une connexion, tu vois. On fait des mouvements, chacun avec son propre style. On disait pas, même quand tu vas dire, on faisait des chorés, des fois on avait des trucs précis, mais non, on voulait juste marquer la musique. On se disait juste, ok, là quand il y a le cut, tout le monde arrête de bouger au moment où il y a du cut. Mais c'était pas, on avait le même mouvement, c'est juste qu'on marquait chacun avec son style, son flow, son énergie, voilà. Chaque accent, le flow d'un tel, et moi c'est des trucs qui m'ont appris tout. Je me sentais le plus fort sur scène avec les gars. Parce que... Mais qui menait ça à l'époque? Qui a eu l'idée? Qui a dit venez, on s'arrête? Ça c'est ça qui est ouf en fait. Ça c'est ouf parce que je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je peux te dire que je fais partie, parce que là je parle pour moi, des gens qui
ont un lien avec la danse, qui aiment, voilà, je fais école Michael Jackson et compagnie, et bref, je kiffe la danse, les shows et tout. Donc, dans le show, tu vois, il y avait des trucs qu'on faisait, comme les groupes de rap faisaient pas ça à l'époque. On prenait, par exemple, pendant longtemps, dans nos concerts, on prenait une partie d'un morceau qui s'appelait Jump Up, tu vois. Moi, étant petit, j'avais été dans les concerts. J'ai été voir Kassav, j'ai vu Zouk Machine aussi. Bon, bref, j'avais vu différents concerts, même je crois Tabou Combo, différents délires. Et je voyais certains steps qu'il y avait dans ce type de concert. Okay. Tu vois là, à gauche, à droite, tout le monde. Et ça, on l'a fait en fait. Okay. Ça, c'est inspiré. Et sauf que j'ai pris ça du côté, tout ce qui est jump up, c'est d'où ça, jump up, tu vois. Je pense que c'est les trucs de Caraïbes, ouais, Dominique, etc. Hein. Trinidad, bon, tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que ça, c'est des trucs qui nous ont inspirés. Bah, ça, c'est moi qui ai amené ce truc-là. Pour dire, venez, on met ces délires-là. Bah, à l'époque, c'était révolutionnaire. Les gens, il n'y avait pas des rappeurs qui réactifs, tu vois. Donc nous, on s'en foutait. On ramenait tout ce qui pouvait ambiancer et faire bouger le public. On était à fond sur ça. Il y a même des fois, pour te dire, on a fait des concerts où, quand on faisait ce moment de jump up à gauche, à droite, on avait des fois des haineux dans la salle, tu vois. Et moi, je bouge pas. Ils étaient là au milieu, tout le monde à gauche. Ils étaient là comme ça, mais ils étaient pris par les gens à gauche, à droite. Il y a combien de fois on a fait ça, mais en gros, pour revenir à ta question, il n'y avait pas de leader. Et je pense que ça qui était magique, chacun ramenait sa petite touche, chacun ramenait ses petites idées, et après c'était le feeling. Et puis après, c'était foufou au départ, et plus je pense que là on a mieux maîtrisé notre formule, c'était à l'album X Raison. Okay. Là, c'était réfléchi et ça rentrait dans la stratégie. Parce qu'on avait absorbé, on maîtrisait mieux les katas en fait. Il faut dire aussi qu'à l'époque, c'était beaucoup de scènes et que vous avez commencé avant l'album à faire des scènes. Oui, c'est ça. Et quand on a fait les scènes ensemble avant l'album, c'est là où on a vu toute la scène underground, tous nos collègues du rap qui, comme je disais, qui nous prenaient pas au sérieux et qu'on a corrigé pour un à un. Voilà, on a rappé devant beaucoup du game, en fait, tu vois. Beaucoup de groupes du game, les DLJ, les Fouki Family, les Jams, la Brigade, les gens de l'époque, quoi, dans les années 2000. Ça, ils nous ont vus ou ils ont entendu parler de nous à un moment donné. Donc, au bout du bout, c'était... Je comprends pas leur délire, mais je crois qu'ils sont chauds sur scène. C'était au moins ça, en fait. Voilà, juste pour ça, on savait qu'on pouvait pas faire l'unanimité, mais on disait qu'on avait gagné. Et... Après, pour moi, par exemple, le Sayan, on est incomparable avec... Le Sayan est incomparable avec NTM, tu vois. Parce qu'on a fait des scènes que NTM n'ont pas faites. NTM, c'est une énergie particulière. C'est deux gars, tu vois, on va dire. C'est deux gars au micro. Pas comparer avec 6 gars qui sautaient dans tous les sens, un qui beatbox, l'autre qui chante, l'autre qui rappe comme ça. C'est pas comparable. Nous, on était un crew, on était une équipe. Donc, c'est comme si tu comparais un show d'un mec qui est tout seul au micro avec un DJ, ou un mec qui est tout seul avec un orchestre derrière lui. C'est pas la même chose. C'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes katas. Ok. Voilà. Mais respect, ça fait partie des références et des noms qui reviennent. À chaque fois, on dit NTM, on dit Sayan, on dit qui encore? Il y a qui comme groupe encore? On dit Admiralty ici. Admiralty. Voilà. Après, les gars comme ça, les gars comme Admiral, Admiral, c'était l'un des gars. À l'époque, j'étais là, son Zénith, il avait fait son Zénith à Paris. C'est l'un des gars qui m'avait le plus impressionné sur scène. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et sa légende a commencé à s'inscrire en première partie de Sean Paul. Ah oui, il avait volé la vedette, ouais. Ouais. Non, parce que c'est incroyable. Parce que moi, je sais la difficulté que c'est d'être un artiste tout seul, que tu es deux danseurs, un orchestre, mais tu es un artiste tout seul. Je sais, c'est pas la même que quand tu es à 2 ou quand tu es à 3 ou à 4, à 5, à 6. Tu vois, c'est un autre exercice. Et pour le coup, à l'époque, j'ai fait waouh, le cardio, la présence, c'était. Aux Antilles, pour moi, il tapait des Jamaïcains, Admiral, à l'époque.
Il n'y a pas eu... Il y a eu plus chaud qu'Admiral depuis. Franchement, pour moi, non. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas eu plus chaud. Hein. Voilà. Yann Guada. Non. Comme a dit Lina, vous prenez tout là. Ils sont chauds. Ouais, en ce moment. Ouais, vous êtes chauds, Martin. Laissez-nous au moins ça. Ouais, laissez-nous ça là. Laissez-nous être contents là. Les anciens, on parle. Voilà. Est-ce que y a des choses que tu aurais aimé rajouter? Non, bah depuis tout à l'heure on parle du live et tout. Moi je suis curieux de savoir, par exemple, je sais que normalement en 2025, je vais revenir au pays chanter avec les membres du Sayan. Donc Guadeloupe, Martinique, si Dieu veut. Donc je suis content, curieux, impatient de voir quel public va venir. Justement, tu me parlais du public aux Antilles. Moi j'ai eu des bons souvenirs à l'époque. Mais je ne sais pas comment il a évolué. Si c'est les anciens qui nous avaient vus qui vont revenir, les jeunes qui ne connaissent pas, est-ce qu'ils vont avoir la curiosité de vouloir venir? Est-ce que tu vois, c'est un peu tout ça, parce que je ne sais pas, parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de rap, parce que je sais qu'ici, même tu peux le voir, là, quand tu vois les émissions Nouvelle École et tout, ils viennent faire leur casting ici et tout. Mais en fait, ici, c'est un délire de rap, un peu trap ou tout ça, tu vois. Mais on n'a pas la culture du rap français. Ouais, je suis d'accord, ouais. Tu vois. Ouais, je trouve qu'avant, on l'avait plus. Avant, on l'avait beaucoup plus. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que, encore une fois, avant, on l'avait plus. Quand on était venu à l'époque, on était dans cet entre-deux. Et là, je voudrais bien voir, justement, comment le public accueillerait un peu cette vibe hip-hop, tu rap, du Sayan, comment il pourrait prendre ça en pleine face ou pas. Donc voilà, c'est le seul mot à rajouter en disant peut-être, si Dieu veut, en 2025, on sera là. Là, je suis devant la caméra, je serai sur scène, on sera sur scène. Voilà. Pour rappeler aux spectateurs, Sayan Soupa Célébration, c'est une fête autour du premier album. En fait, on n'a jamais... Ouais, après, premier album KLR qui est sorti le 26 octobre 99. Là, c'est les 25 ans, le 26 octobre 2024. Et l'objectif, c'était... parce que le temps passe, et c'était de célébrer, de fêter, de se retrouver pour pouvoir fêter l'entité, le mood Sayan Soupa Crew. C'est toute une école, le Sayan. C'était... plein d'individualités, c'était un truc vraiment, vraiment magique à l'époque. T'avais un rebeu qui pouvait chanter créole, t'avais... En dancehall. Ouais, dancehall, t'avais tout, on représentait ce mélange et ça foisonnait, franchement. Et aujourd'hui, on n'a pas pu tous s'entendre parce que des trucs sont pas réglés entre tous les membres du groupe. Ça, c'est les choses internes et moi-même et les autres avec qui je fais le projet, on est les premiers à déplorer le fait que certaines choses, l'eau n'a pas coulé sous tous les ponts, tu vois. Mais malgré ça, je vais dire aujourd'hui, je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on parle du Sayan, c'est qu'on puisse se rappeler des choses qu'on a pu faire, et aussi pour la nouvelle génération, par rapport à ce que je fais dans tout ce coaching scénique. Comme on n'a pas cité tous les artistes avec qui je bosse, mais je bosse avec beaucoup, beaucoup d'artistes de tout genre en rap. Nouvelle génération, et j'ai beaucoup de discussions avec eux, et c'est vrai que eux-mêmes c'est les premiers à pas connaître le Sayan, savoir si on est 3, 4, 6, 10, ils savent pas. Ils connaissent Angela, ils connaissent le Sayan vite fait, ils savaient qu'on était un peu chaud sur scène, et ils disent ouais mais pourquoi on connaît pas grand chose de vous? Donc c'est l'opportunité, que ce soit dans les interviews, que ce soit sur scène, de donner des petites graines comme ça, et de dire que la magie Sayan, voilà, c'est un truc unique dans le rap français, je pense. Et puis voilà, quoi. L'Olympia, je crois, c'est déjà complet. Ouais, c'est complet. Et il y a d'autres dates dans toute la France. Ouais, en province. La moitié des dates sont déjà complètes bientôt. Ok. Puis voilà, on verra si on sera complet. On va se connecter pour Guadeloupe, Martinique. Ouais. On va annoncer ça bientôt, là. Ça marche. Donc, voilà. Vicelo, merci. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Vas-y. Et voilà. C'était cool. T'es shorty. Luxy Moore, #1, you heard me? Boss.